Produire des globules rouges à partir de cellules souches, c'est le pari que s'est lancé l'établissement français du sang aux côtés de Selectis, spécialiste de l'ingénierie du génome. Un ambitieux programme nommé STEMRED. L'enjeu, prélever des cellules adultes pour les reprogrammer en cellules souches pluripotentes induites, IPS. Nous avons été la première équipe au monde à montrer qu'à partir d'une cellule souche pluripotente induite adulte, que l'on pouvait induire la prolifération et la différenciation vers les globules rouges. Et l'intérêt de ces cellules, c'est que si on choisit intelligemment, astucieusement le donneur de ces cellules souches pluripotentes, eh bien, en s'intéressant aux principaux systèmes de groupes sanguins qui sont les plus immunogènes, système ABO évidemment, Rhesus évidemment, KEL, Duffy, KID et d'autres, eh bien, on peut en quelque sorte choisir nos donneurs pour qu'ils soient quasiment compatibles avec tout le monde. Et on a calculé, mesuré, parfaitement défini qu'avec 3 donneurs au niveau français, on pourrait répondre aux besoins transfusionnels en termes de spécificité transfusionnelle de 99% des patients transfusés. Donc c'est quasiment le donneur universel à partir de 3 de ces donneurs. Et ces donneurs, on les a en quelque sorte déjà identifiés. On sait qu'il y en a dans le fichier des donneurs de sang français, qu'il y en a 223. L'idée de ce projet STEMRED, c'est d'aller prélever chez ces donneurs volontaires un morceau de peau, isoler des kératinocytes, puis générer à partir de ces kératinocytes des IPS, donc ces IPS qui sont l'équivalent de cellules souches embryonnaires, car on a pu identifier un certain nombre de gènes qui sont très minoritaires, entre 3 et 4, qui sont capables d'induire de nouveau la pluripotence d'une cellule mature. Et c'est ici, dans les laboratoires d'Ecticel, filiale de Selectis, qu'est réalisée la reprogrammation des cellules matures en cellules IPS. Une performance technologique réalisée grâce à la maîtrise des méganucléases, sorte de ciseaux à ADN. Protéines naturellement présentes dans notre organisme, ces méganucléases sont utilisées pour couper l'ADN en un endroit bien précis, afin que la cellule active son système naturel de réparation et au final devienne une cellule souche IPS. Globalement, c'est du génie génétique. On intervient au niveau du gène des cellules pour les reprogrammer de cellules adultes vers cellules IPS. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la dédifférenciation. Ensuite, on les redifférencie de cellules IPS à des cellules d'intérêt, à l'heure actuelle des cellules de globules rouges. Et ces méganucléases, outils de base de la technique de chirurgie cellulaire, il en existe de nombreuses formes. Toutes sont stockées ici, dans ces grands congélateurs. Là, c'est des levures qui contiennent des méganucléases. Et chaque plaque est absolument identifiée par son code barre qui ramène à la base de données qui dira exactement quelle est la méganucléase qui est là, dans quelle levure et ce qu'elle a donné, sur quoi elle coupe pas. Les manipes ont été faites. On recevra les échantillons des donneurs par le biais de l'EFS. Ensuite, on va les modifier génétiquement pour créer des cellules IPS. Cellules IPS qui seront fabriquées selon les standards cliniques, donc en accord avec les bonnes pratiques de fabrication. Donc là, c'est des IPS. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est des petites cellules qui sont groupées en forme de colonies et qui poussent en fait sur des cellules nourricières qui sont des fibroblastes, comme on peut le voir ici en fait. Donc ici, ça nous permet juste de regarder les cellules, de voir s'il y a des phénomènes de différenciation et de prendre des photos. C'est un examen de contrôle en fait. Voilà, pour vérifier qu'elles ne se différencient pas spontanément en fait, pour les garder vraiment en maintenance au stade prolifératif et indifférencié. Et après, par contre, quand on veut les différencier, on les met dans des conditions bien spécifiques, avec des facteurs de croissance, peut-être des fois d'autres types de feeders, ça dépend quel type de différenciation on veut obtenir. Ici, on a des donneurs adultes, donc des donneurs qu'on peut sélectionner en fonction de leur profil génétique ou de leur profil de phénotype. Et donc on n'a pas la limitation du stock comme on peut l'avoir sur des cellules embryonnaires humaines. Et évidemment, il n'y a pas les problèmes éthiques qui sont associés à l'utilisation de cellules embryonnaires humaines, puisqu'ici on travaille avec des cellules adultes et des donneurs adultes. Ensuite, ces cellules nous revenant, notre travail, c'est de concevoir l'outil industriel de production. Et c'est ce genre d'appareil que vous voyez ici,
où on essaie de donner aux cellules les conditions de prolifération dans une situation assez particulière où, dans un volume fixe, on va avoir une prolifération du nombre de cellules, donc une augmentation du nombre de cellules dans un volume qui, lui, ne grandit pas en parallèle. Donc il faut pouvoir apporter de l'oxygène, des milieux nutritifs, éliminer au fur et à mesure les déchets, les métabolites qui sont toxiques pour les globules rouges qui sont formés au fur et à mesure, et augmenter par exemple considérablement la surface de culture en mettant à l'intérieur de ce cône, il y a des milliers de petites fibres, une sorte de spaghettis, qui vont augmenter la surface cellulaire d'autant et qui vont apporter les milieux de culture et éliminer les milieux toxiques. Dans un culot globulaire que l'on transfuse à un patient, il y a la bagatelle de 2000 milliards de globules rouges. Donc vous voyez les niveaux d'amplification que l'on doit atteindre. Notre enjeu, c'est d'être capable de produire dans 3 ans des cellules de culot globulaire, sous forme de culot globulaire, et de pouvoir débuter ainsi les essais cliniques. Parce qu'au stade où nous en sommes, nous avons déjà injecté ce type de globules à l'homme pour en étudier le comportement in vivo, mais on n'a pas produit de quantité suffisante pour en évaluer l'efficacité transfusionnelle. On a parfois fréquemment des difficultés pour les patients qui sont transfusés fréquemment, qu'on appelle polytransfusés, et parce que plus on transfuse un individu, plus on va lui apporter des globules rouges d'origine différente, plus il va s'immuniser contre différents systèmes de groupes sanguins. Je rappelle qu'à la surface d'un globule rouge, il y a la bagatelle de 30 familles de groupes sanguins, ce qui fait plus de 300 systèmes antigéniques différents. Donc, cette population des polytransfusés représente environ 1% des patients qui reçoivent du sang. Alors 1%, ça paraît peu, mais 1% de 2,5 millions, ça commence déjà à faire. Et ces patients sont dans des situations parfois d'impasse transfusionnelle assez graves. C'est le cas par exemple des patients drépanocytaires. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont les patients qui ont un système de groupe sanguin rare. Et ceux-là, aujourd'hui, ne peuvent être transfusés que par eux-mêmes ou par leur famille. Et donc l'idée, c'est de leur apporter une source de cellules souches qui répondra spécifiquement à leurs besoins. On sait que dans quelques décennies, 1, 2, 3 décennies, le vieillissement de la population fera qu'il y aura un décalage entre la demande en produits sanguins qui va augmenter considérablement et l'âge de la population qui ne sera plus en situation de pouvoir donner son sang. Donc il va falloir trouver une solution d'ici 10, 20, 30 ans. Diriger l'évolution de nos cellules souches à des fins thérapeutiques constitue la base de la médecine régénératrice. Et ces techniques de reprogrammation et de différenciation cellulaire font de STEMRED un projet emblématique de cette voie de recherche. C'est emblématique parce que l'un des problèmes que posent les cellules souches pluripotentes, qu'elles soient embryonnaires ou qu'elles soient de type adulte IPS, c'est le risque, en modifiant la cellule, d'induire la prolifération de clones anormaux. Bref, d'induire un cancer alors que l'on veut générer des cellules normales. Et là où le globule rouge est une cellule assez particulière et merveilleuse pour l'application, c'est que, avant d'être utilisée, elle expulse son noyau. Ce qui fait que le risque est nul avec cette population, et quand bien même ce risque, on considérerait qu'un risque résiduel peut se manifester, eh bien, on peut encore envisager d'irradier le produit avant de le réinjecter. Donc voilà toutes les raisons qui font que cette application est tout à fait particulière dans le champ de la thérapie cellulaire qui commence à s'ouvrir très largement. Évidemment, l'avancement de ce projet ne doit pas dispenser la population française de continuer à donner son sang, car les besoins transfusionnels sont toujours aussi importants et cette méthode de production encore en cours de développement.